hello et salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Et aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial autour de l'une de nos thématiques favoris, l'artisanat d'art. Un focus qui vous donnera envie de vous lancer dans la peinture avec les créations colorées de la Maison du Pastel. Notre invité coup de cœur, c'est Mathias Kiss, artiste décorateur et talent sans conteste. N'ayez pas peur de vous enfoncer dans les nombreux passages que dissimule la capitale. Découvrez ce Paris caché, secret, mais toujours branché. On termine avec des objets qu'on veut tous dans sa maison. C'est l'artiste Marion Gros qui façonne avec amour des pièces poétiques. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Plus besoin de se lever à 6 heures pour écumer les antiquaires. Brocante Lab vous donne la possibilité de chiner depuis votre lit. Allez-y les yeux fermés car ces deux passionnés de mobilier ont monté un marketplace garantissant originalité et qualité. Entre mobilier art déco, tapis ethnique, enfilade scandinave, c'est à Ikea qu'on dit bye bye. Il y a un siècle, la piscine de Roubaix était la plus belle de France. Aujourd'hui, la ville a décidé d'honorer son style art moderne et ses vitraux monumentaux en plaçant dans ses murs des œuvres d'art. Marchez sur l'eau en admirant une sculpture sortie du Louvre pour vous. Ça, seule la reine des bassins français pouvait vous l'offrir. Encore, c'est le magazine de ceux qui ont fait de leur passion un quotidien, une nouvelle génération culottée et entrepreneuse. Le jeune artisan à l'angle de la rue, l'ami qui a créé sa start-up futuriste et peut-être même vous. Encore nous communique le goût du travail accompli et une bonne dose d'optimisme. Inspirant. Rose et Marius, c'est une marque du sud de la France qui apporte la touche ensoleillée qui réveille votre déco. La créatrice s'inspire de son enfance, des carreaux de carrelage et de ses souvenirs provençaux pour des bougies et des timbales qui sentent bon les champs de lavande. Laissez vos gribouillages sur post-it et coloriage de côté. La Maison du Pastel va vous donner envie de devenir un artiste, un vrai, avec ses pastels colorés à la recette ancestrale. La Maison du Pastel, c'est la plus ancienne fabrique de pastels du monde. C'est l'histoire incroyable d'une épopée familiale, la famille Rocher, qui transmet son secret de fabrication totalement artisanale de génération en génération. En 1865, André Rocher, biologiste, pharmacien et grand amateur de peinture, tombe sous le charme de la technique du pastel et il rêve d'en faire la technique privilégiée des artistes de l'époque. Parmi sa clientèle, la Maison du Pastel compte des artistes renommés, notamment des impressionnistes comme Edgar Degas, Odillon Redon, James Whistler ou Alfred Sisley. Isabelle travaille aujourd'hui en collaboration avec Margaret, une jeune américaine passionnée de couleurs et d'art. Elle vient en 2010 pour un stage et finalement ne repart jamais. Mais alors Isabelle, ça t'évoque quoi le pastel? Alors un pastel, donc c'est poudreux, c'est éthéré, c'est vivant, c'est coloré. Ça peut être très subtil, ça peut être délicat et c'est beau, avant tout c'est beau. Ouais. Un bâtonnet de pastel, qu'est-ce que c'est qu'un bâtonnet de pastel? C'est essentiellement du pigment en poudre auquel on rajoute un liant pour que ça tienne sous la forme d'un bâton. Donc j'ai envie de dire à 80-90%, c'est de la poudre de couleur qu'on peut mélanger après avec de la poudre blanche pour avoir des dégradés. Mais dès que vous dessinez avec le bâton, ça redevient de la poudre. Et donc vous vous retrouvez avec des œuvres où vous avez de la couleur à l'état pur. Et c'est ça qui, souvent, on trouve que le pastel a quelque chose de vivant. Et pour moi, ça vient de ça, c'est-à-dire que vous travaillez avec la couleur à l'état pur. La Maison du Pastel est l'un des 2 derniers fabricants artisanaux de pastel au monde. La maison compte aujourd'hui une gamme étendue de plus de 1000 nuances de couleurs et le nombre ne cesse d'augmenter. Le fait qu'on les travaille à la main, qu'on les roule à la main, on arrive à mettre dans chaque bâton une quantité supérieure de pigments. Donc on a vraiment une réputation pour une richesse de la couleur, une luminosité aussi. On a vraiment des couleurs qui vibrent. Les pastels sont fabriqués dans un atelier secret. Dans ce temple de la couleur et de la texture, chaque tiroir renferme des recettes du siècle dernier ou encore des gammes de couleurs dont chaque nom est une évocation poétique. Comment on fabrique un pastel? La première étape, c'est d'abord de peser les pigments. On pèse les pigments à sec sur une balance et on va peser d'un côté la couleur et d'un autre côté le blanc.
On passe la pâte dans un broyeur et on va arriver donc avec, une fois qu'on a fait la même chose avec le blanc, avec une bassine de blanc et une bassine de pâte colorée. L'étape suivante, ça va être de mélanger la couleur et le blanc dans différentes proportions pour avoir les 9 dégradés. On va déposer la pâte sur des tuiles. Donc on va se retrouver avec 9 tuiles avec des pâtes de différentes couleurs. La pâte reste toujours un petit peu humide ou voire semi-liquide et donc on a besoin de la presser pour enlever l'eau excessive et arriver à une pâte qui soit une consistance un petit peu pâte à modeler. Et une fois qu'on a cette consistance un petit peu pâte à modeler, eh bien, on fait des petites boulettes qu'on pèse et on les roule comme ça sous la forme de bâtons. Avec une sorte de massicot, on va les couper à la bonne dimension. La dernière étape, c'est de déposer le sceau Rock sur chacun des bâtons. Rock qui est pour les 3 premières lettres de Rocher, qui est la marque des pastels Rocher. Malgré notre collection de plus de 1000 nuances, on a encore des artistes qui viennent à la boutique et qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Et ça, pour nous, c'est à chaque fois une motivation. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui vient à la boutique et qui ne trouve pas la couleur qu'il cherchait, bah derrière, on va chercher à la faire, cette couleur. J'ai presque honte quand les artistes viennent et ne trouvent pas la couleur qu'ils cherchent. Donc, Isabelle me regarde comme... Oui, tu vas le faire demain, tu vas créer cette couleur demain. La Maison du Pastel, une enseigne riche d'histoire qui a su conserver la magie, le secret et son savoir-faire d'antan. Enfant, chacun de nous a pris des pastels et des crayons pour dessiner. Et comme le dit Margaret, dans le bâton de pastel, il y a quelque chose d'essentiel. Mathias Kiss recèle de belle qualité, un patronyme comme un baiser. Incontestablement talentueux, look des temps modernes, un Frenchie comme on les aime. Le travail de l'artiste Mathias Kiss a ce petit quelque chose, cette réflexion qui vous transporte et vous pousse à la rêverie. Depuis presque 15 ans, il mène au travers de ses œuvres une interrogation sur les codes passés et futurs de nos habitats. Ne plus se limiter aux angles de la pièce, mais les transcender, comme pour se libérer. Pourquoi une corniche marque le périmètre d'une pièce et pourquoi il n'y aurait pas une coulure de cette corniche, pourquoi un artisan se limite à un moment à des références et pourquoi il ne pourrait pas aller plus loin et inventer une nouvelle forme d'ornementation. Et avec Mathias, nos intérieurs auraient une toute autre allure. Son art, entre les arts décoratifs et l'art contemporain, il l'exerce depuis peu. Car avant d'être artiste, Mathias était justement artisan. Attiré par le dessin et la peinture depuis son enfance, il intègre très jeune une formation de peintre vitrier au sein des Compagnons. J'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné avant et moi je dis les Compagnons, ils ne m'ont pas formé, ils m'ont élevé, dans le sens comme on élève un enfant. C'est quand tu as 14 ans, moi je faisais des cache-cache au Louvre et des batailles d'éponges et beaucoup de tableaux s'en sont pris. Mais c'est un truc d'enfant comme mes souvenirs, c'était pas sur une bicyclette, c'était sur des chantiers. 15 ans à restaurer corniches, moulures et plafonds, 15 ans sur les chantiers des monuments historiques qui le marqueront et le façonneront, au point d'en devenir le sujet principal de sa réflexion artistique. Ce travail d'artiste aujourd'hui, c'est un peu apprendre à désapprendre, c'est tous ces codes, tout ce dictat, ce classicisme, ce carcan, enfin, à un moment j'étais au bout, donc je maintiens le vocabulaire de tout ça, mais j'essaie de l'emmener ailleurs. Et des questions, Mathias s'en pose beaucoup. Moi, ce qui me fascine, par exemple, alors là, si je développe, c'est par exemple qu'un lit aujourd'hui soit le même que Louis XIV. C'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sommier, un matelas, des draps, un oreiller. Je me dis, est-ce qu'il y a une espèce de... C'est un truc abouti, est-ce qu'on est au seuil, là, on ne peut pas dépasser ça. Et c'est moi, en fait, en tout cas, toute ma démarche, c'est à la limite, je rêverais d'avoir le talent pour réinventer le lit. Peut-être est-ce qu'il devrait être incliné, est-ce qu'il devrait être, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dormir de façon cubique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour emmener le truc encore un peu plus loin? Juste pour redécouvrir aussi des choses très, très belles et très classiques. Ce n'est pas une volonté de création d'ego, c'est juste d'avoir une nouvelle lecture, de reposer les yeux sur ce patrimoine. Alors pour vivre cette liberté et ne plus seulement la rêver, Mathias a quitté les Compagnons et créé son propre atelier avec Olivier Piel, maître artisan. À travers chantiers, scénographie et installations, il détourne l'art décoratif pour en faire de véritables œuvres. Avec lui, les miroirs sont froissés, les murs n'ont plus d'angle droit et débordent sur les parquets. Un univers onirique qu'il expose au Palais de Tokyo.
C'est Jean de Loisy et Betsabé Attali qui ont curaté les artistes et qui m'ont demandé de venir pour faire simple, pour une démonstration entre l'idée, c'est un dialogue entre la schizophrénie entre l'artiste et l'artisan. On ne me demandait pas pourquoi ils m'ont choisi. Mais c'est bien l'artiste et non plus l'artisan qui a créé cette installation. Un labyrinthe virtuel et enchanteur créé par le mélange de son travail et de celui de l'artiste brésilienne Janaína Melo Landini. C'est surtout une rencontre et à partir du moment où les deux se font un sourire, on peut faire du bleu, du vert, du jaune. On peut marcher sur les mains ou sur la tête ou sur les... En fait, on fera un truc dans la bonne humeur. Se faire plaisir en créant pour notre plaisir de spectateur. Mathias Kiss est un artiste qui nous fait du bien en brisant les règles. Et lorsqu'on lui demande ce que l'artiste prépare pour la suite, la réponse est assez simple. Alors des installations comme ça, c'était un tel bonheur de le faire ici au Palais de Tokyo, tel bonheur de la carte blanche. C'est ne changeons rien, continuons. Voilà. Alors ouvrez bien les yeux, car Mathias Kiss n'a pas fini de vous transporter dans son univers. Bonjour Mathias Kiss. Bonjour Katrina. Et merci beaucoup de nous recevoir ici au Palais de Tokyo. Après 15 ans de travail chez les Compagnons, vous êtes au Palais de Tokyo dans une exposition qui vous ressemble. Merci, c'est vrai. Après avoir appris le métier en tant que peintre vitrier, en train de restaurer tous les monuments historiques, de redorer à la feuille d'or, de faire restaurer les ciels peints, de faire tout ce travail-là, à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je bouscule tout ça et je fais quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Donc vous avez déconstruit. Exactement. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est que tant qu'on est dans un apprentissage et qu'on est dans une quête de savoir et qu'on continue à courir après ça, on apprend évidemment tous les jours, mais à un moment, la technique, j'avais fait un petit peu le tour et je trouvais qu'on tournait en rond et que c'était dommage de laisser ça des siècles passés. Donc j'essaie, moi, de ramener cette culture, on va dire, rétro ou classique dans des codes contemporains, mais c'est à la fois un hommage et à la fois, c'est vraiment là... On sent qu'il y a une envie aussi de tordre le cou oui, parce au passé. Que cette envie de vous libérer, vous l'avez aussi dans la peinture des ciels que vous faites à merveille. Merci. Oui, mais le mot libérer est important. Enfin, je pense que là, cette installation le montre bien. C'est vraiment... En fait, on sort du cadre dans le sens comme un enfant cadré, le cadre à proprement dit, qui est vraiment ses codes et ce style. Et le ciel... c'est impossible de refaire deux fois le même ciel. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est à la fois... S'il n'y avait pas le côté, le code bleu, en fait, ça reste aussi quelque chose d'abstrait. C'est des teintes mélangées, donc chacun y voit après, chacun peut en avoir une lecture selon son parcours. Les gens, aujourd'hui, n'habitent plus comme ils habitaient il y a 20, il y a 30, il y a 50, il y a 100 ans. Et vous, en quelque sorte, vous accompagnez cette façon d'habiter, cette nouvelle façon d'habiter, et vous le dévancez, vous explosez les codes. Oui. On peut dire ça, en quelque sorte. Oui. En fait, j'aime prendre des morceaux comme ça, des fragments de code haussmannien, en tout cas, que ce soit du parquet, que ce soit des corniches, que ce soit de la dorure. Moi, c'est la même réflexion sur la déformation de matériaux originaux. Je pense à ça parce que vous avez fait même des moquettes qui montent sur les murs et qui sont déconstruits. Oui. Donc, tout ça, c'est un peu le même principe, c'est la même pensée, en tout cas. Justement, l'artisan, en fait, s'arrête à l'angle, en fait, mur-sol, parce qu'en fait, c'est comme ça, il y a des codes, on ne sait pas, même lui-même, si on lui pose la question « Pourquoi tu t'es arrêté là ?», il va dire « C'est comme ça ». C'est-à-dire qu'en fait, il a oublié de réfléchir. Mais et pourquoi on ne monterait pas d'un mètre, de 2 mètres, de 6 mètres ? Pourquoi on ne ferait pas une vague ? Pourquoi on ne ferait pas un pic ? Vous l'avez fait ? Oui, j'ai fait. Mais on dit... Tout le monde disait que c'était impossible jusqu'à ce qu'un imbécile arrive et dise je vais le faire. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu des expos précédentes que vous avez fait, notamment le 190 degrés, sans angle droit, parce que ça rentre aussi dans cette pensée-là. C'est même fondamental parce que 190 degrés, c'était
Chez les compagnons, il y a quand même les symboles, c'est comme le compas et l'équerre. Donc l'équerre, c'est 90 degrés, c'est le niveau, c'est justement ces règles, cet académisme. Et c'est pas anodin d'avoir fait un miroir qui s'appelle 100 SANS, sans angle droit, 190 degrés. Que je le veuille ou non, comme je dis, je dois tout au groupe. Enfin, c'est évidemment une forme c'est un besoin de s'affranchir, de quitter ce dictat, encore une fois, ces règles. J'ai mis 10 ans à dire « je ». C'est-à-dire que je disais « on, nous », et maintenant j'arrive à dire « moi, je ». C'est-à-dire que chez les compagnons, en fait, c'est le groupe. Donc c'est presque l'opposé d'un artiste. C'est peut-être qu'à ce moment-là que vous êtes devenu vraiment artiste, quand vous avez appris à dire « je ». Votre propre pensée. Et à travers, bien sûr, et à travers 190 degrés, donc ce travail sans angle droit, ce qui est assez... ce qui est ici, vous voyez, même moi ici, là, j'ai fait... Donc j'ai eu besoin de faire ce 190 degrés, notamment sur des miroirs, pour ensuite revenir à l'angle droit, mais à réapproprier. En tout cas, nous, on était ravis de vous recevoir en version française et de voir comment vous bousculez les codes du savoir-faire français. Merci Mathias. beaucoup, merci à vous. Bistrot, brocante, architecture, théâtre, gadgets, artistes, c'est dans le cœur caché de la capitale que vous trouverez ces merveilles. Alors engouffrez-vous dans les nombreux passages parisiens. Au XIXe siècle, Paris comptait près de 150 passages couverts. Il en reste aujourd'hui une trentaine. De la galerie Viviane au passage du Grand Cerf, des drôles de bazars surgissent. Cabinets de curiosités aux objets poétiques, univers bariolé pour les accros de la laine, bijoux en soie, bistrot gastronomique, ça se passe ici sous les verrières. Beaucoup de galeries sont de vraies curiosités architecturales. Le passage des panoramas inscrits aux monuments historiques abrite par exemple le Théâtre des Variétés, où Offenbach s'est fait connaître, et la Maison Stern qui gravait autrefois les cartes de visite des cours d'Europe. On y trouve aussi de nombreux restaurants ancestraux, comme l'Arbre à Cannelle. Alors l'établissement, en fait, c'était la chocolaterie François Marquis. En 1818, elle a été ouverte en 1818. C'était l'un des premiers chocolatiers de Paris. Notamment celui qui avait amené le praliné. Donc c'est un établissement qui a encore son cadre d'origine, comme la façade en bois, les plafonds, c'est des plafonds en cuir de Cordoue tendu, avec des peintures d'époque. Ça se tient encore, ça a près de 200 ans, ça se tient pas mal quand même. À quelques rues d'ici, direction la galerie la plus haute de Paris, le passage du Grand Cerf et sa verrière renversante. Notre coup de cœur est un bazar poétique baptisé le Labo. Bienvenue au labo. Là, on cherche toujours des petites choses un peu drôles, utiles, agréables, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir partout. Donc là, ce sont les personnages que je crée, donc je les appelle les demoiselles. Donc ce sont les demoiselles du passage. Donc là, par exemple, vous avez une demoiselle chic. Alors les chics, elles sont sur un socle, elles tiennent debout. Le Labo, c'est aussi une histoire de famille. La mère fabrique des petits personnages, bon pourquoi pas. Le père imagine des lampes industrielles et la fille dessine. J'ai créé un petit personnage qui fait pas mal de petites bêtises. Ensuite, j'ai créé son univers dans lequel il évolue et du coup, ça me permet de décliner pas mal toutes mes illustrations sur de nombreux produits de la vie de tous les jours, cuisine, salle de bain, des petits accessoires. Le passage du Grand Cerf abrite aussi le rendez-vous des blogueuses qui tricotent. L'idée, ça a été de créer un lieu où on pourrait trouver tout le nécessaire pour réaliser les projets qu'on trouvait sur les blogs. De la laine vierge, jamais d'acrylique, du tissu, des boutons, des rubans comme autrefois. Ici même, le crochet est tendance. Alors, on fait venir des crochets du Japon, parce que les Japonais sont très forts pour le crochet. Des crochets avec des manches ergonomiques très confortables, qui permettent de crocheter jusqu'au bout de la nuit. Et en plus, ils sont roses, c'est très girly. Le passage est aussi une caverne de lieux créatifs comme cet atelier de bijoux. Après avoir collaboré à des collections de couture, Cécile Bocara imagine désormais des parures dans toutes sortes de matières. J'ai gardé un peu les matériaux du vêtement que j'ai transformés pour les mettre sur des accessoires. Toutes les créations sont faites maison, il n'y a pas de soudure. Donc c'est autour de matériaux assez simples et naturels, de la nacre, des soies, de la plume. La plume qui peut être travaillée de cette manière-là,
où elle est teintée, c'est des fougères, des ambiances de nature. À quelques pas du Palais Royal, ne ratez pas non plus la Galerie Vivienne. Elle était l'une des plus courues du tout Paris. C'est ici que Jean-Paul Gaultier a ouvert sa première boutique, où il organisa des défilés sur ce majestueux escalier. Un peu plus loin, le comptoir Le Grand est l'une des caves les plus réputées de la capitale, où se dégustent des grands crus. Si vous êtes lassé des bruits de la ville, les corridors de Paris vous conduiront ailleurs, les yeux ouverts sur l'insolite ou le nez en l'air sous les verrières. Découverte d'une véritable artiste qui apaise votre déco. Les objets que Marion Gros réalise avec passion sont à la fois relaxants et poétiques. Coup de cœur maximal pour cette créatrice au style minimaliste. Voici une jeune créatrice pleine de talent qui s'est lancée depuis 3 ans dans l'aventure de la céramique. Marion Gros fabrique intégralement à la main des pièces sur mesure pour des particuliers et crée la vaisselle de prestigieux restaurants français. Elle signe même toute une collection pour le très chic magasin Le Bon Marché. Des bols, des assiettes de toute taille, des plats, toutes les créations de Marion respirent la délicatesse et le beau. Son univers est toujours là, singulier. Inspiration végétale, lignes épurées, matière brute et couleurs minérales. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de fabriquer une vaisselle qu'on utilise tous les jours, 3 fois par jour. On peut vraiment à chaque repas raconter une histoire, prendre le soin de mettre bien les choses et de les choisir. C'est encore ce grand éloge de la lenteur. C'est pas évident aujourd'hui, et en vivant à Paris, d'essayer de ralentir. Mais là où c'est magnifique, c'est que la céramique, de toute façon, l'impose. Sur la question des formes et plutôt du minimalisme de mon travail, il y a un peu la quête de la forme idéale d'un bol. On cherche comme ça cette perfection de lignes. Et évidemment, les meilleures observations sont dans la nature et il n'y a pas plus équilibré. Ça peut être un arbre, ça peut être une branche, une fleur. Je suis très inspirée par dans les anciennes cuisines, que ce soit les bocaux. À l'époque où la céramique était et que artisanale et très utilitaire pour conserver, pour verser, la fonction avait beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui. Le pichet à lait est pour moi vraiment l'objet le plus réussi dans sa proportion, dans son volume. Pendant ma formation, évidemment, on m'apprend à tourner de façon plus ou moins parfaite. Moi, je me suis un petit peu défait de ça. Je laisse une place plus souple à l'accident qui peut arriver et une petite liberté de l'objet. Et qu'au moment où je vais prendre ma pièce pour le poser sur la planche, s'il y a la trace de mes mains, ça ne me dérange pas. S'il y a au séchage un peu trop rapide, un léger voilage, il me semble que ça fait partie du caractère de la pièce et que, au contraire, je trouve que c'est précieux et j'y touche pas. Je laisse ça possible. Dernièrement, j'ai eu une commande pour un grand restaurant à Reims par Arnaud Lallemand. Et là, ça a été un travail vraiment très intéressant puisque dans les codes d'un restaurant 3 étoiles, il y a des contraintes d'art de la table qu'il a osé un petit peu bousculer. On a réfléchi pour changer cette fameuse assiette de présentation et jusqu'à arriver à déconstruire complètement l'assiette. Et c'est une tuile, quelque chose de très végétal, dans un joli beige avec un petit peu de nacre. En ce moment, je travaille sur une grosse commande pour le magasin parisien Le Bon Marché. Donc là, on est vraiment sur une vitrine de mon travail qui permet aussi d'être vue par une clientèle à laquelle je n'ai pas forcément moi accès directement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail de céramiste, il est amené à évoluer et moi, je me sens vraiment très en équilibre. C'est incontestablement un travail d'artisan,
de par sa discipline, de par sa rigueur. Mais je me sens aussi très dans la proposition d'un travail de créateur. Cette idée d'être dans chacune des pièces que je vends me touche. Évidemment, c'est quelque chose auquel je tiens et que je trouve assez émouvant. Rien d'étonnant à ce que Marion Gros ait sa place au bon marché. Cette jeune créatrice apporte une identité et une fraîcheur à chacune de ses pièces. Les inspirations naturelles viennent zénifier l'habillage de la table et donnent au savoir-faire de céramiste une touche très contemporaine. La version française est déjà finie. J'espère que vous avez aimé ce numéro spécial autour de l'artisanat d'art. Soyez chic toujours. On se retrouve très vite. Bye. Semaine chic, année bleue électrique. Fashion Week, semaine chic, année bleue électrique.